Bonjour à tous et bienvenue. On va s'attaquer à un sujet fascinant. Vous êtes-vous déjà vraiment posé la question du voyage incroyable que fait l'énergie avant d'arriver jusqu'à nous? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce système, ce réseau presque invisible, mais qui est absolument essentiel, celui qui fait tourner notre monde moderne. Pensez-y une seconde. On appuie sur un interrupteur et hop, la lumière s'allume. On fait le plein de la voiture, on monte le chauffage. C'est tellement simple, tellement évident. Mais derrière ces gestes si banals, la question est immense. D'où est-ce qu'elle vient au juste, toute cette énergie? Eh bien, pour commencer à y voir plus clair, il y a une idée, un principe de base qui est vraiment fondamental. La matière, c'est ce qui compose notre monde, tout ce qu'on peut toucher. Mais, et c'est là que tout se joue, comme le dit cette phrase, et ce qui va animer et transformer cette matière, c'est l'énergie. C'est la force motrice de tout. D'accord, c'est une belle idée, mais concrètement, comment on passe de ce grand principe à la prise électrique dans le mur? Pour comprendre ce cheminement, on va suivre un concept vraiment central, ce qu'on appelle la chaîne de l'énergie. Alors, cette chaîne, c'est un peu comme une chaîne d'approvisionnement. Ça décompose un processus hyper complexe en 4 grandes étapes. Tout part de l'énergie primaire. Ça, c'est la ressource brute, le pétrole qu'on sort de terre, le charbon, le soleil. Ensuite, cette ressource est transformée en énergie secondaire. Le pétrole devient de l'essence, le charbon produit de l'électricité. Puis vient l'énergie finale, c'est celle qui arrive au compteur, celle qu'on achète. Mais attention, et c'est crucial, seule une petite partie de ça devient de l'énergie utile, c'est-à-dire le service qu'on voulait à la base, la lumière de l'ampoule, le mouvement de la voiture. Et cette notion de perte, elle est absolument fondamentale. Regardez ce chiffre, 15%. Vous savez ce que c'est? C'est la part de l'énergie contenue dans l'essence qui serve vraiment à faire avancer une voiture. 15%. Ça veut dire que 85% de l'énergie part en fumée, ou plutôt en chaleur, c'est juste perdu. Ça vous donne une petite idée des défis d'efficacité monstrueux qu'on a sur toute cette chaîne. Allez, maintenant qu'on a compris le concept de la chaîne, revenons au tout premier maillon. D'où viennent nos sources d'énergie à l'origine? Et là, c'est assez fascinant parce qu'en réalité, la quasi-totalité de notre énergie, y compris les combustibles fossiles, qui au fond ne sont que de l'énergie solaire stockée il y a des millions d'années, eh bien, tout ça provient de seulement 2 forces fondamentales de l'univers. D'un côté, les forces nucléaires, la fusion qui se passe dans le Soleil, la fission dans nos centrales, et de l'autre, l'interaction gravitationnelle qui crée par exemple l'énergie des marées. C'est dingue, non? Tout se résume à ça. Et du côté des renouvelables alors, quel est leur potentiel? Ce tableau, il nous donne une petite idée de ce qui était estimé comme réalisable à l'horizon 2020-2025. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que la biomasse et l'hydroélectricité étaient perçues comme ayant les plus gros potentiels. Ça permet de mettre les choses en perspective, de voir l'ordre de grandeur des différentes options qu'on a sur la table. Bon, on a extrait notre énergie. Super. Mais maintenant, il faut l'amener là où on en a besoin. Et ça, c'est l'étape suivante, une opération logistique, mais alors absolument gigantesque, qu'on a tendance à complètement oublier. Pour bien comprendre ce défi, il faut parler d'un truc essentiel, la densité énergétique. Regardez bien, d'un côté, on a l'uranium, une quantité d'énergie phénoménale concentrée dans un volume tout petit qu'on peut transporter dans des simples fûts. Et de l'autre, les combustibles fossiles. Là, il faut des infrastructures colossales, des superpétroliers grands comme des immeubles, des pipelines qui courent sur des milliers de kilomètres. Le contraste est saisissant. Et voilà concrètement à quoi ressemble cette logistique folle. Pour le pétrole, ce sont des tankers géants. Pour le gaz, on a les gazoducs ou les méthaniers, ces énormes navires. Pour le charbon, des trains et des vraquiers immenses. C'est un véritable ballet mondial, une chorégraphie d'infrastructures hyper spécialisées qui tournent en permanence 24 heures sur 24. Ok, l'énergie a fait son voyage physique. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, elle commence un autre voyage tout aussi complexe, son voyage économique. Bienvenue sur les marchés de l'énergie. Et sur ces marchés, il y a un concept économique super important à connaître, c'est celui de prix directeur. Pendant très longtemps, ce rôle, c'était le pétrole qui le jouait. C'est un peu le chef d'orchestre. Comme c'est une source d'énergie dominante, son prix donne le là pour quasiment toutes les autres. En clair, le prix du pétrole augmente et hop, vous voyez les prix du gaz et même du charbon qui ont tendance à suivre. Et croyez-moi, ces marchés sont tout, sauf stables. Loin de là. Ce graphique est très parlant. Il montre les 2 fameux chocs pétroliers des années 70. D'un coup, à cause d'événements géopolitiques, les prix ont explosé. C'est la preuve parfaite de la fragilité du système, de sa sensibilité extrême aux crises. Ça nous rappelle de manière assez brutale à quel point ces marchés sont volatiles. Alors, qui sont les acteurs dans ce grand jeu mondial? Qui sont les joueurs sur cet échiquier? Eh bien, c'est un monde assez complexe. Vous avez les grandes entreprises multinationales, bien sûr. Vous avez les compagnies qui appartiennent aux États producteurs, comme les membres de l'OPEP. Vous avez les grands pays consommateurs qui défendent leurs intérêts. Et puis, bien sûr, il y a les traders, ces négociants spécialisés qui font vivre le marché au quotidien.
Tout ça, la chaîne de production, les sources, le transport, les marchés, ça nous amène forcément à la grande question. Et demain, quel est notre avenir énergétique et quels sont les défis gigantesques qui nous attendent? Et pour parler d'avenir, il faut partir d'un constat, d'une fracture. Regardez ce chiffre, fois 20. 20. C'est l'écart de consommation d'énergie par habitant entre, disons, un Nord-Américain et une personne vivant dans certaines régions d'Afrique. C'est une disparité colossale qui pose évidemment des questions de fond sur le développement, sur l'équité à l'échelle mondiale. Alors comment on mesure si on s'améliore, si on devient plus efficace? Eh bien les économistes ont un outil pour ça, on l'appelle l'intensité énergétique. L'idée est toute simple. De combien d'énergie un pays a-t-il besoin pour créer un point de PIB, pour créer de la richesse? Moins il en faut, plus l'économie est considérée comme efficace. C'est vraiment un indicateur clé pour voir si on va dans la bonne direction. Et tout ça, ça nous ramène finalement à la question centrale, peut-être la plus grande question de notre époque. D'un côté, on a des besoins en énergie qui continuent de grandir dans le monde, et de l'autre, on a les limites bien réelles, physiques et environnementales de notre planète. Alors la question c'est, comment on fait pour équilibrer les deux? Comment trouver ce juste milieu? C'est sans doute le défi le plus important pour l'avenir de notre système énergétique.